Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube intitulée Mon Labo Linux. Bien, aujourd'hui, je t'emmène découvrir Linux avec ce pingouin. Bon, si tu vois ce pingouin associé à un logiciel, ça veut tout simplement dire que c'est un logiciel fait à partir de Linux. Donc, plus communément, c'est comme ça. Découvrons notre menu d'aujourd'hui. Pour notre menu, nous parlerons de l'installation de Linux en environnement virtuel. Donc, si tu n'as pas encore installer ton VirtualBox, je t'invite amicalement à le faire. Tu peux avoir accès à cela à partir de ton navigateur Google ou Bing. Donc, tu tapes tout simplement mon labo Linux et parmi les suggestions, tu auras deux, comme ceci, pour le moment. Tu vas pouvoir cliquer dessus ou cliquer sur l'autre et ça va t'amener sur une page semblable à celle-ci. Pour le moment, j'ai 16 abonnés, ça me permet d'avoir un peu plus. Donc, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour avoir d'autres vidéos et mets aussi un pouce bleu. Merci. Bon, en fait, je disais, nous parlerons de l'installation de VirtualBox en environnement virtuel. Que verrons-nous aujourd'hui? Ce sujet sera découpé en 4 points, en 5 points autant pour moi. Nous parlerons en premier de l'origine de Linux depuis Unix, puis les différentes distributions de Linux qui existent. Et par le troisième point, nous parlerons de la relation entre Red Hat Enterprise Linux et CentOS. Et nous verrons ensuite pourquoi est-ce que nous utilisons CentOS. Et enfin, nous passerons à l'installation d'une distribution Linux qui, dans notre cas, est CentOS 7. Bien. Déjà, pour la petite histoire, pour la petite histoire de Linux, Linux naît à partir du système d'exploitation Unix. Mais à la différence que Unix, créé par deux amis, Kenneth Thompson et Dennis Ritchie, est payant et était beaucoup plus dirigé vers les entreprises. Donc, si tu étais un usager comme moi, tu ne pouvais pas facilement avoir accès à ce système d'exploitation. C'était vraiment très difficile. Donc, ce n'était pas ouvert au grand public, ce n'était pas open source. Puis, un brillant étudiant, Linus Benedict Torvalds, à l'âge de 21 ans, publie Linux au regard surpris de tout le monde et dit que c'était juste pour s'amuser. Et lui, il a eu une vision un peu différente des autres. Donc, il s'est dit, c'est payant, c'est pas gratuit, on n'a pas accès au code source. Donc, moi, je fais tout le contraire. Tout le contraire, ça veut dire que quoi? Je crée mon système d'exploitation. J'invite tout le monde à le regarder, à voir ce qu'il y a à l'intérieur, à modifier. Et puis, ils peuvent le republier et même donner un nom s'ils veulent. Donc, voilà comment est-ce que Linux commence à s'envoler. Donc, Linux, lorsqu'il prend naissance en 1991, le 25 août 1991, il attire déjà l'intérêt de plusieurs entreprises. Donc, ces entreprises, comme par exemple Debian, Red Hat Enterprise, SUSE, ils s'intéressent à ce logiciel-là et commencent à le prendre. Même l'entreprise IBM aussi et Oracle. Donc, ils sont tellement intéressés et commencent à modifier le code source, mais conservent le noyau qui est Linux, parce que le Linux, le kernel, c'est le noyau. Donc, ils prennent, modifient, commencent à le distribuer. D'autres entreprises deviennent payantes et d'autres non. Donc, après ça, ceci nous amène à comprendre donc on a plusieurs systèmes d'exploitation existants à dehors. Nous avons plusieurs parfums de Linux. Cela dit, nous avons par exemple Debian et sous Debian, nous avons Ubuntu
et nous avons Ubuntu Studio et bien d'autres. Nous avons l'entreprise Red Hat qui a Fedora, et à partir de Fedora, ils ont conçu Red Hat Enterprise Linux et à partir de Red Hat Enterprise Linux, ils ont donc eu CentOS qui est très très utilisé de nos jours aux États-Unis et partout dans le monde entier. Et nous avons SUSE qui a son système d'exploitation SUSE et euh, donc SUSE c'est la partie payante et OpenSUSE c'est la partie gratuite. Donc le Open veut dire ouvert. Donc, et nous avons bien d'autres, nous avons bien d'autres. Nous avons plus de 600 distributions dans le monde entier qui sont, euh, qui sont là. Et l'une des plus vieilles, c'est Slackware. Donc, si vous partez sur Wikipédia, ici, et vous tapez là, histoire ou bien naissance du noyau Linux, vous allez voir tout ceci, toute cette chronologie. Donc, pour plus de détails, veuillez consulter. Voici par ailleurs Linus Torvald. Il est également, entre parenthèses, il est également auteur d'un logiciel aussi très, très répandu. Donc, il est né pour briller. Il est l'auteur d'un logiciel appelé Git. Ce logiciel est largement utilisé par des développeurs pour automatiser pour traquer les changements dans les codes, dans les fichiers et ça entre ainsi dans l'intégration, dans l'automatisation des tâches en DevOps. Bien. Par la suite, quelle est la relation entre Red Hat Enterprise Linux et CentOS? Bien, si vous vous regardez à travers un miroir, vous verrez que l'image qui est là, c'est complètement vous. Donc, si vous regardez, si vous voulez comparer Red Hat et CentOS, sachez déjà que ce sont les mêmes. C'est une distribution Linux qui existe. Et Red Hat Enterprise Linux est la partie payante. Donc, ça fournit ce qu'on appelle le technical support, donc un support technique. Si vous avez un problème en un claquement de doigts, vous soumettez votre problème, leur équipe va se bouger les fesses pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé et vous fournir des détails et des résultats probants. Et avec CentOS, c'est maintenu par les développeurs, mais malgré qu'il soit 100% égal à l'autre, il y a un petit pourcentage encore qui vient diminuer cela parce qu'il n'est pas, il n'est donc pas, il n'a pas donc ce support technique que je disais. Donc, c'est ça qui fait que euh, il soit gratuit. À nos jours, nous avons CentOS 7, nous avons CentOS 5, 5, le 6, le 7, le 8. Le 8 est la dernière version actuelle, mais dans notre cas, nous utiliserons le CentOS 7. Bon, maintenant, comprenons pourquoi est-ce que nous utilisons CentOS 7. Donc, vous l'avez déjà remarqué, c'est parce qu'il est d'abord gratuit et aussi parce que euh, il ressemble comme deux gouttes d'eau à son homologue Red Hat Enterprise Linux. Donc, si tu étudies CentOS, tu as étudié Red Hat Enterprise Linux et les entreprises migrent déjà énormément vers Red Hat Enterprise Linux. Donc, si tu utilises cela, tu es presque sûr d'avoir un boulot avec CentOS ou alors Red Hat Enterprise Linux. Et aussi, pourquoi est-ce que nous l'utilisons? Nous l'utilisons parce qu'il est très simple et parce que j'ai étudié là-dessus aussi. Donc, c'est pour ça que je me suis proposé de vous faire cette vidéo ce, sur ce système-là. Installation donc de Linux, cas de CentOS 7. Je sais que c'est la partie que vous attendiez beaucoup plus. Pour cela, vous ouvrez votre VirtualBox. Dans votre VirtualBox, vous venez sur Nouvelle. À partir de Nouvelle, vous mettez le nom que vous voulez, n'importe quel nom. Moi, je vais mettre CentOS pour qu'il le repère immédiatement. Voilà, 7 pour spécifier que je suis en train d'utiliser le 7. Et ici, vous choisissez donc
Vous choisissez le type ici, si c'est Windows, Solaris, BSD. Donc, on va voir par exemple les différents systèmes d'exploitation qui sont nés à partir de Unix et puis Linux est venu aussi là de son côté. Bien, vous choisissez votre type de système d'exploitation là-bas et ici, vous choisissez la version 64 ou 32 bits. Pour ceux qui sont encore avec 32 bits et qui ont un processeur 64 bits avec le Windows 64 bits, j'ai fait une vidéo pour vous montrer que l'activation était possible. L'activation du 64 bits était possible. Donc, veuillez consulter la vidéo sur ma page Mon Labo Linux et vous verrez comment est-ce qu'on active cela. Bien, par la suite, je vais cliquer tout simplement sur suivant. Et ici, vous pouvez choisir la mémoire que vous voulez. Vous pouvez laisser par défaut ou alors vous pouvez augmenter, mais n'allez pas en dessous. Donc, je vais augmenter même jusqu'à 2048. Si vous avez beaucoup de mémoire, vous pouvez le faire, mais si vous n'avez pas, c'est pas recommandé. Et vous avez dit, la bande verte représente tout simplement là où vous pouvez vous amuser à jouer avec votre mémoire. Mais une fois que vous traversez sur la bande rose aussi, euh, vous allez expérimenter des désagréments. Bien, suivant. Disque dur. Donc, la taille recommandée du disque dur est 8 Go. Donc, à partir de 8 Go au moins. Créer. Suivant. Stockage. Ici, je vous avais expliqué que le stockage dynamique est dynamiquement alloué est préférable par rapport à la taille fixe. Parce que la taille fixe veut dire que quoi? Que le système d'exploitation de ton ordinateur principal va va donner toute la taille que tu as demandé. Si tu as demandé 1 Tera, il va donner tout, il va donner entièrement 1 Tera à ta machine virtuelle. Alors que si tu as ta machine virtuelle, tu dis que tu veux 1 Tera et tu prends dynamiquement à louer, ça va faire que lorsque ta machine principale est en train de fonctionner, elle peut elle peut, entre autres, prendre encore cette mémoire et utiliser en attendant que la machine virtuelle demande encore plus pour atteindre le quota que tu as fixé. Donc, la machine virtuelle va prendre une partie du Tera que tu as donné, mais ne va pas totalement prendre. C'est pour ça que nous allons rester avec dynamiquement alloué. Et ici, donc, là, c'est juste la localisation, là où tu veux que ce soit. Et par ici, c'est là où tu peux augmenter, tu peux t'amuser à jouer avec mais en augmentant plutôt, pas en diminuant. Donc, pour moi, je vais mettre 15. Tu peux laisser à 8 si tu veux. Je vais mettre 15 pour moi. Très bien. On a déjà créé une machine. Donc, c'est comme si vous êtes allé acheter une machine. Mais le problème, vous avez qu'il n'y a pas le système d'exploitation dedans. Donc, pour mettre le système d'exploitation, nous pouvons le faire à partir d'ici. Nous venons là, sur vide. Nous appuyons là. Nous choisissons. Bon, pour moi, je l'ai déjà parce que je l'utilisais déjà. Bon, si vous n'avez pas la même interface, donc vous pouvez aller sur Choisir. Et à partir de là, vous venez là sur Ajouter. Sur Ajouter, ça va vous renvoyer où est-ce que le système l'image se trouve parce que le ISO, c'est l'image. Ça, c'est une image ISO. Donc, ISO. Donc, si c'est dans téléchargement, vous le référez là-bas, vous dites que ça se trouve dans téléchargement et puis vous double-cliquez sur ça ou bien vous cliquez sur ça et puis vous choisissez OK. Bien, après ça, je vais prendre choisir parce que c'est déjà pris. Donc, c'est déjà là. Je viens maintenant ici, je mets OK. Donc, on pouvait aussi le faire à partir d'ici, si on voulait, ou là-bas, ou d'une autre façon. Euh, donc, par la suite, je vais démarrer la machine. Soyons patients. OK.
Bon, je ne sais pas pourquoi, mais il me demande de choisir encore. Apparemment, je n'ai pas sélectionné. Donc, je vais choisir. Ça, c'est la troisième façon de le faire. Ah oui, je n'avais pas sélectionné. Donc, j'ai sélectionné démarrer. Donc, je vais mettre l'écran comme ça. À partir d'ici, il vous laisse 1 minute pour choisir l'option que vous voulez. Donc, je vais utiliser les touches de direction de mon clavier à droite pour ce que vous voyez en blanc, c'est ce que je suis en train de passer dessus. Donc, le premier, c'est pour directement installer ton système d'exploitation. Deuxième, c'est pour d'abord tester le média que tu as avant de l'installer. Parce que si tu as, par exemple, téléchargé, tu as gravé ça sur une clé, sur un CD, par exemple, vous savez que les CD ont la réputation de pouvoir se gâter très rapidement. Donc, si tu as gravé sur un CD, c'est mieux de tester d'abord. Bon, dans notre cas, on a téléchargé, c'est une image, donc on peut directement l'installer. L'image, également, vous pouvez aussi l'installer, vous pouvez également graver. Et aussi, il y a trois façons d'installer un système d'exploitation. Bon, il y a plusieurs façons, mais il y a généralement trois façons. Nous avons, par exemple, ce qu'on vient de faire, l'installation par image, euh, par image. Nous avons l'installation sur support physique. Vous allez graver une clé USB ou un CD et vous bootez le système à partir de là. Ou alors, vous pouvez faire une configuration réseau d'un réseau FTP, pardon, et vous prenez le Pixie Boot. Donc, ça va vous permettre de faire ce que vous voulez. Bon, ici, ça me demande de choisir la langue que je vais utiliser pour mon système d'exploitation. Donc, si vous choisissez l'anglais, sachez que vous allez rester avec l'anglais. Si vous choisissez l'espagnol, vous restez avec l'espagnol. Si vous choisissez le français, vous restez avec le français. Bien, moi, je vais choisir l'anglais. Donc, j'ai cliqué sur continuer. Ici, en bas, si vous voyez la barre orange, ça me dit que euh, veuillez compléter les icônes marquées avec cette couleur-ci là pour continuer. Donc, ce que le système fait, il commence d'abord à faire ce qu'on appelle un check pour voir pour détecter où est-ce que je me trouve, parce que par défaut, ici, date and time, ça va vous montrer où est dans la localisation, ça va vous montrer directement où est-ce que vous êtes. Le système d'exploitation que vous voulez utiliser, c'est dans quelle langue, et votre clavier également. Et ici, là, l'installation source, c'est Local Media, là, vous pouvez laisser. Ici, donc, c'est la partie qui nous intéresse en premier. Donc, si vous avez des modifications à faire en haut, vous le faites. Mais si vous ne voulez pas, si c'est bon, vous pouvez continuer avec moi. Donc, ici, c'est Software Selection. Donc, Minimal Installation. Minimal Installation veut simplement dire qu'on aura une installation minimale. On n'aura pas le GUI. Bon, oh, en passant, cette interface entièrement que vous voyez actuellement sur votre écran, c'est Anaconda. Donc, on appelle ça Anaconda. C'est comme ça que CentOS l'appelle. Donc, on va cliquer là. Puisqu'on veut le GUI, n'est-ce pas? On va choisir serveur avec GUI ici. Bon, on a deux types de GUI généralement. On a Niom, on a KDE. Le Niom, généralement, le Niom est un peu plus récent par rapport au KDE. Donc, vous pouvez choisir ce que vous voulez. J'ai tout simplement pris l'autre là. Et ici, c'est dans ce que vous voulez ajouter, les outils que vous voulez ajouter à votre truc. Si vous voulez un serveur DNS, vous pouvez directement le faire là. FTP, vous pouvez le faire. Euh, pour partager les fichiers, vous pouvez le faire à partir d'ici. Donc, beaucoup de choses. Donc, moi, je vais tout simplement choisir là. Et pour rendre l'installation plus facile, je vais laisser ça comme ça. Et je vais cliquer sur Done. Ce qui se passe maintenant, le système euh, d'installation se passe. Ce qui se passe maintenant, ce qu'on vient de sélectionner,
ça lance un message vers l'installation source pour demander est-ce que tu as les paquets là par rapport à tel environnement que je veux. Une fois qu'il a répondu, il dit que oui, j'ai répondu, oui, j'en ai. Il dit que OK, c'est bon, vous savez qu'on peut l'utiliser. C'est pour ça que vous voyez maintenant, au lieu d'installation minimum, vous avez serveur avec oui. Bien, par la suite, si on descend ici, installation, destination de l'installation. Donc, ici, vous devez choisir votre disque dur. Ça, c'est votre disque dur. Selon la partition, selon le partitionnement que vous voulez, vous pouvez choisir. Donc, si vous faites ça, vous avez décoché. Et si vous faites comme ça, vous avez coché. Là, c'est bon. Et d'ailleurs, vous avez vu le message orange qui est sorti là pour dire qu'il faut sélectionner un disque. Et lorsque vous le faites, vous pouvez cliquer sur Done. Voilà, vous voyez, ça a disparu. Bien, KDOM. KDOM est tout simplement un outil qui permet à votre système de savoir ce qui s'est passé si à jamais votre système crash. Donc, si votre système a des problèmes, des sérieux problèmes, KDOM sera un peu comme la boîte noire d'un avion qu'on étudie pour savoir ce qui s'est passé. Bien, par ici, Network and Host, nous allons là. Et ici, si vous êtes connecté, ce sera possible pour vous de pouvoir faire ceci. Bon, pour le moment, vous voyez, c'est sur off. Je ne veux pas mettre on pour le moment parce qu'il y a une petite configuration que j'ai envie de faire. Mais pour cela, ici, c'est le nom de votre machine. Vous donnez le nom que vous voulez. Moi, je vais donner le nom de ma machine. Oh, sorry. Et vous cliquez sur Apply pour que ça puisse prendre en compte. Et si vous regardez ici, ça a pris en compte. Maintenant, vous venez là sur Configurer. Et à partir de Configurer, là, vous avez accès aux settings de votre version de IP, soit version 6, version 4, ou alors Wi-Fi, bon, ou alors Ethernet. Vous voyez, c'est configuré sur DHCP, donc ça détecte automatiquement. Bien, à partir d'ici, général, vous partez sur automatiquement, automatically connect to this network when it is available. Donc, vous cliquez là. Vous cliquez là. Bon, on n'a pas de VPN, on ne peut pas cliquer là. All users may connect to this network. Si vous voulez que d'autres utilisateurs se connectent à tous les utilisateurs de votre machine se connectent à ce réseau, vous le faites. Donc, c'est tout pour ce niveau-là. Et puis, vous voyez ce qui s'est passé. Le menu est différent. Maintenant, on est connecté. C'était avoir disconnecté. Donc, voilà le nom de votre carte réseau ici. C'est ENP0S3. Et ici, voilà l'adresse MAC, la puissance, la vitesse, voilà votre IP adresse, le masque de sous-réseau et le default route, le DNS. Donc, c'est bon à ce niveau-là. Bien, maintenant, sécurité, politique de sécurité. Là, c'est si vous travaillez en entreprise et votre entreprise a une politique de sécurité pour pouvoir bloquer certains trucs. Alors, je pense que ça serait bien de pouvoir faire un truc comme ça. Bon, l'installation est déjà en train de se passer, très saine, je vous ai dit. Donc, mais il y a un truc, si vous lisez encore là, chaque fois, c'est un truc que j'aimerais attirer votre attention. Chaque fois que vous voyez un truc différent sur votre écran par rapport à ce qui est souvent présent, le mieux c'est de s'intéresser et lire. Parce que c'est important de lire en informatique pour savoir d'où est-ce que le problème provient. Donc, si vous regardez, on dit Please complete item mark with this icon before continuing to the next step. Donc, voici le icon là. Donc, ça demande de créer un compte route. Je vais créer le compte route. De créer un mot de passe pour le compte route parce que le compte route, c'est un utilisateur par défaut déjà dans votre machine. Donc, je vais mettre un mot de passe que je vais utiliser.
Bon, mon mot de passe, il est faible. Et si vous prenez attention ici, il va dire que veuillez cliquer 2 fois si votre mot de passe est faible. Donc, on va cliquer une fois et une seconde fois. Bon, maintenant, ici, ça me dit que aucun utilisateur ne sera créé. Puisque je ne veux pas cela, puisque je veux qu'un utilisateur soit créé, je suis obligé d'en créer un. Je vais créer, ça demande le nom complet. Je vais mettre Sally Goma. Et là, ça met maintenant le username. Et le username ne doit pas avoir d'espace. Si vous mettez l'espace, vous aurez des problèmes. Donc, maintenant, et ici, là, il vous est possible de rendre l'utilisateur administrateur, mais pour nos projets, je ne veux pas cliquer ça. On va voir comment le faire en ligne de commande. Et là, password. Password, je vais prendre le même password, mais en entreprise, c'est pas conseillé. Voilà. Et puisque le mot de passe est faible, je vais encore cliquer 2 fois. Bien, l'installation est en train de se poursuivre. Voilà le nombre de paquets à installer, 1353 paquets. Bien, maintenant, quelle est la différence entre un compte route et un compte utilisateur simple que je viens de créer? Le compte route, lui, il va vous permettre de passer partout sur votre système, de faire ce que vous voulez, d'éteindre, de rallumer comme vous voulez, tout ça, ou de redémarrer, de retirer les utilisateurs, de créer les utilisateurs. En fait, tout ce que vous pouvez penser de bien ou de mal. Bon, maintenant, le compte utilisateur simple, lui, ne peut que faire des choses, exécuter certaines tâches limitées dans votre machine. Donc, il n'a pas accès au niveau élevé du compte route. Mais il est possible de le rendre administrateur, comme vous avez vu. En ce moment-là, on va utiliser une commande spéciale pour pouvoir taper certaines commandes. Donc, je vais pouvoir vous montrer cela pendant notre projet. Donc, ici, je vais couper la vidéo pour un moment. Je vais mettre pause et puis on se voit quand l'installation est finie parce que ça peut prendre entre 20 et 30 minutes en fonction des caractéristiques de la machine que vous avez données. Bien revenu, l'installation est finie. Si vous regardez là, ça dit complet. CentOS is now successfully installed and ready for you to use. Go ahead and reboot to start using it. Et ici, là, et vous avez été de la licence qui est trouvée sur ce chemin-ci dans le système. Donc, pour rebooter, on va d'abord retirer le périphérique. Donc, périphérique, lecteur, vous allez là, vous venez sur éjecter. Si ça sort ce message de vouloir forcer, vous dites oui. Et après, vous venez là également, vous faites redémarrage. Voilà. Donc, ça va retirer le CD ou bien l'image et puis ça va lancer le système et puis ça va redémarrer la machine et prendre en compte ce que vous allez voir. Donc, voilà CentOS qui est en train de démarrer. Pour beaucoup, c'est une découverte. Pour d'autres, sûrement, ils le savent déjà. Donc, voilà le 7 qui s'affiche là. Faut juste être un peu patient. Bien, après ça, on doit accepter la licence d'abord. Donc, c'est la licence qui va venir en premier. Après la licence, nous aurons euh, à lancer à nos je vais directement à l'interface. Bon, je ne sais pas trop pourquoi ça dure, peut-être c'est dû aux caractéristiques. Voilà. Donc, ça dit que la licence n'est pas acceptée. Donc, nous allons cliquer là-dessus pour accepter la licence. La licence est là. Donc, vous cliquez là sur Accept. Quand vous cliquez là sur Accept, vous venez ici, vous cliquez sur Done.
C'est bon. Pour l'interface, on a déjà, pour le network et le hostname, on a déjà configuré, si vous vous rappelez. Et vous cliquez sur Finish Configuration. Et là, maintenant, ça va aller en avant, vous connecter à CentOS, au GUI, puisqu'on a demandé un serveur avec GUI. Bon, dans les entreprises, généralement, ils n'utilisent pas le GUI. Donc, on va juste expérimenter quelque chose un peu différent. Mais on va utiliser le terminal pour le faire. Bon, ici, là, c'est le nom d'utilisateur que j'ai créé. C'est le nom d'utilisateur que j'ai créé. Je peux taper là. Je mets mon mot de passe. Donc, cliquez sur l'utilisateur. Puis, vous mettez votre mot de passe et sign in. Bien. Donc, attendons patiemment CentOS 7, comme si on attendait, comme si on faisait une transition entre 2019 et 2020. Oui, voilà, CentOS 7. Bon, a priori, il paraît un peu simple. Il n'y a pas trop d'icônes comme dans Windows. Il n'y a pas de trucs. Donc, voilà, je vais couper la vidéo ici. Elle a été très, très longue. Ah, bon, j'ai oublié, il y avait ceci à choisir. Donc, ça vous demande si vous voulez encore vraiment choisir l'anglais comme votre système. Je vais cliquer oui. Ici, ça demande pour le clavier. C'est quel clavier vous allez utiliser. Pour moi, c'est en anglais. Privacy, bon, si vous ne voulez pas être géolocalisé, vous pouvez désactiver. Ici, ça vous demande de vous connecter à votre compte. Vous pouvez escape. Et là, vous avez Ready to Go. Il y aura un autre menu encore qui va s'afficher. Oui, le menu d'aide. Donc, qui vous montre comment l'utiliser. Bon, ce sont des scripts qui sont lancés automatiquement pour vous accueillir. Donc, vous pouvez simplement cliquer là. Et voilà, c'est tout. Donc, pour la prochaine vidéo, nous allons nous allons naviguer un peu dans cette interface graphique. Et si on a un peu plus de temps, nous allons voir comment euh, déjà utiliser le terminal qui est la partie qui nous intéresse le plus. Donc, sur ce, je vous remercie de votre patience. Je sais, ça a été très long, mais c'était vraiment nécessaire. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, cliquer sur la cloche de notification, partager si possible, commenter et mettre le petit pouce bleu. Bien, je vous remercie. Bye.